Donc, dans cette vidéo, bonjour YouTube, on va revenir sur le début de saison de Ligue 1. Après cette journée, on va se pencher sur quelques statistiques qu'on va croiser, des statistiques intéressantes à croiser. On va découvrir des choses, je pense, ensemble, sur certaines équipes, sur Monaco, puisqu'on parle de Zakaria dans le chat, là, sur Marseille, sur Toulouse aussi. On va parler du TFC, vous allez comprendre assez vite pourquoi. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors, je ne vais pas revenir sur les résultats de la dernière journée, je ne vais pas revenir sur le classement de Ligue 1 avec Monaco qui est en tête, mais je vais vous montrer d'abord un premier tableau que j'ai sorti, qui est plutôt sympathique. Et vous allez comprendre pourquoi, on va le lire ensemble. Alors là, vous avez les 18 équipes de Ligue 1 qui sont classées en fonction de la différence de leurs expected goals. Les équipes sont classées en fonction de cette colonne-là, ici, différence expected goals. On voit bien que, bon, les deux équipes de tête, c'est pas très surprenant, hein, le PSG et Monaco, le PSG avec une différence d'expected goals de 1,82, Monaco une différence de XG de 1,30, et derrière, je vous disais qu'on allait parler du Toulouse Football Club, parce que Toulouse est tout simplement 3ème de Ligue 1, si on prend la différence d'expected goals sur FotMob. Toulouse qui est notamment plombé, en particulier par sa sous-performance offensive, puisqu'ils n'ont marqué que 0,86 buts pour 1,40 d'expected goals produits. Donc voilà, on est sur une équipe qui sous-performe offensivement et défensivement, vous le voyez là. 0,5 buts par match de marquer en moins par rapport à leurs XG et 0,67 buts encaissés en plus par rapport à leurs XG. Donc vraiment, on a une équipe qui, en termes de sous-performance, se fait plomber depuis le début de la saison. À la fois par peut-être le départ de Dalinga. Hein. Toulouse n'a pas de neuf pour remplacer Dalinga et a eu des attaquants qui ont été assez peu en réussite, à minima, depuis le début de la saison. Je me rappelle d'un match notamment de Abouklal qui était assez compliqué. Et dans les buts, a priori, Guillaume Rest a un début de saison assez compliqué. J'ai pas tout le détail. Mais voilà, Toulouse qui est 3ème. Et en effet, Fangrim, vendre 3/5 de ta défense et ton seul attaquant qui marquait, t'es donc pas une bonne idée. Pas sûr, en effet. Donc voilà, Toulouse 3ème. Donc ça, je trouvais ça intéressant à voir. Derrière, en diffig, vous avez Lens, vous avez Lille, vous avez Nice qui se détache un petit peu du reste. C'est pas très surprenant. Lens notamment par une grosse défense. Beaucoup de qualité défensive. Mais vous voyez, si on reste un peu sur Toulouse, vu que vous avez envie. Donc là, ce que vous voyez, c'est les résultats du TFC cette saison. À gauche, les scores des matchs. Donc défaite à Lille, défaite à Lyon, défaite contre Brest, et ainsi de suite. Et ici, ce sont leurs expected goals. Donc à gauche, c'est les expected goals pour. À droite, c'est les expected goals contre. Et j'ai décidé de mettre en place un barème. C'est si vous êtes à plus de 0,5 XG d'écart, je vous considère match gagné aux expected goals. Donc, premier match, 1,71 à 0,47. Je considère que Toulouse a gagné aux XG. Deuxième match, 0,98 pour eux, 1,28 pour Nice. Il y a 0,3 de XG d'écart. Donc, je considère ça comme un match nul. Et ainsi de suite. Et là, vous vous rendez compte que Toulouse, ils ne sont pas payés sur quelques matchs. Ils ne sont pas payés contre Lyon. Ils ne sont pas payés contre Brest. Ils auraient pu faire mieux contre Marseille. Plombé, comme tu le disais, Kiko. Plombé par Cresswell en particulier. Et là, Lille, bon, ils perdent le match. Mais vous voyez que c'est à la limite de mon barème en fait. Ils sont à 0,5 XG. Et vu que mon barème c'est 0,5 et au-dessus, c'est match perdu. Et là ils ont match perdu face aux Lillois, mais ça se joue à pas grand chose. Donc voilà, tout ça pour dire que Toulouse, équipe très mal payée depuis le début de la saison. Donc équipe en bas de tableau, mais on peut imaginer que il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter pour l'instant pour les Toulousains. Pour la suite de la saison. À voir ce qui se passe. Si la dynamique négative, le manque de réussite se poursuit, si ça peut pas plomber l'équipe et faire plonger tout le monde, à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour les Toulousains. Je reviens sur le classement principal. Si on a parlé du manque de réussite de Toulouse, on peut parler d'une équipe qui a par contre surperformé, mais vraiment surperformé énormément depuis le début de la saison, et beaucoup plus que les autres, c'est l'Olympique de Marseille, qui a une surperf de 1,28, avec notamment une surperf offensive énorme, une surperf défensive au-dessus de la moyenne. Et là-dessus, Marseille donc très très bien payé depuis le début de la saison. Et on le voit quand on prend leur parcours aussi. Alors il y a la victoire à Brest, rien à dire. Contre Reims, ils n'ont pas été bien payés justement. Ils ont été mal payés face au Stade de Reims.
En revanche, après, ils sont bien payés à Toulouse, ils sont très bien payés contre Nice, ils sont bien payés contre Lyon, à 10 contre 11, certes. À Strasbourg, ils sont sanctionnés, c'est la première fois qu'ils sont sanctionnés pour le coup d'un match où ils perdent aux expected goals. Et contre Angers, ils font match nul, mais a priori, bah, c'était plutôt mérité ce match nul, et avec un très mauvais match globalement des Marseillais. Et il y a une statistique qui est particulièrement parlante, c'est quand on descend ici, et quand on prend ici, c'est les grosses occasions obtenues et ratées. Donc, grosse occasion obtenue par les Marseillais, grosse occasion ratée par les Marseillais, grosse occasion concédée par les Marseillais, grosse occasion ratée par les adversaires des Marseillais. Et là, en l'occurrence, ce qui est impressionnant comme chiffre, c'est que les adversaires de l'OM ont raté 18 de leurs 21 grosses occasions, ce qui fait que ça leur donne un ratio de 14% de réussite, quand normalement, le ratio moyen, on est entre 30 et 40% de buts marqués sur des grosses occasions. Donc là aussi, Marseille, très très bien payé sur son début de saison, et pas forcément sur une bonne dynamique, comme vous le voyez sur les 4-5 derniers matchs. Donc à suivre sur les matchs suivants. Il y a notamment le match face au Paris Saint-Germain qui arrive très vite. Et là-dessus, il va falloir s'accrocher pour les Marseillais, pour essayer de retourner rapidement cette dynamique-là, parce que, en l'occurrence, t'as pris des points, mais il n'y avait pas forcément ce qu'il fallait derrière pour confirmer cette perte de points-là, et faire en sorte qu'elle soit pas en trompe-l'œil. Merci Kiko. Oui, merci Kiko. En fait, depuis le début de la saison, on sait comment joue Deserbi. Depuis qu'il est arrivé, c'est-à-dire à Brighton il jouait pareil, au Shakhtar il jouait pareil, à Sassuolo ça jouait pareil. Son style a été décortiqué en long, en large et en travers. On connaît parfaitement aujourd'hui comment joue Deserbi. Le problème c'est que si nous on le sait, les adversaires aussi savent comment joue Deserbi. Et en Ligue 1 en France, on a peut-être pas beaucoup d'idées en termes de jeu. Par contre, on sait très bien comment contrer et comment annuler des adversaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vite vu, je trouve, quand même dans la saison de l'Olympique de Marseille. C'est que vous avez des adversaires qui, Alors la première journée, Brest est parti à l'abordage. Première journée, Brest, c'était pas ça du tout. Mais dès la deuxième journée, Reims avait fait ses devoirs avec 3 changements tactiques en cours de partie, dont un 4-4-2 en deuxième mi-temps et même en cours de première mi-temps. Le 4-4-2 ressemble beaucoup à ce qu'a fait Angers au Vélodrome lors de la dernière journée. Donc il y a déjà des exemples en fait d'équipes qui ont eu des approches face à Marseille qui ont marché. Reims, ça a marché. Nice n'a pas gagné, mais avec son approche individuelle, ça a posé beaucoup de problèmes à Marseille. Toulouse a eu une approche un peu hybride qui était plutôt bien faite. Et en fait, dans le jeu de Deserbi, quand vous êtes l'adversaire, vous devez choisir, entre guillemets, choisir votre poison. C'est-à-dire vous allez avoir Marseille, ils ont leur plan A avec l'envie de combiner, vous savez, à l'intérieur pour ensuite libérer sur les côtés. Vous prenez leur premier but de la saison face à Brest, c'est exactement ça. Donc vous allez fermer l'intérieur. Donc ça crée des espaces ailleurs. Et ce qui est intéressant côté marseillais, c'est que on a très vite compris où se situait l'homme libre. C'est-à-dire si l'homme libre il est plus à l'intérieur, on sait que l'homme libre il est à tel endroit. Puis s'il à tel endroit c'est bloqué, on sait qu'il est à tel endroit. Et ainsi de suite. Ça on l'a bien vu dans le début de saison de Marseille, où à tour de rôle, les joueurs importants, pour la première relance, au début on avait Harit face à Brest, ou Luis Enrique, servi intérieur. Ensuite on a eu du jeu plus direct, où là c'était l'avant-centre qui était touché sur du jeu direct, parce que les adversaires étaient en indiv sur Harit ou Luis Enrique à l'intérieur, du coup il y avait une ligne directe vers l'attaquant. Et là déjà, ça commençait à être compliqué, parce que l'attaquant c'était Wai, et Wai de haut jeu était pas hyper pertinent, était pas très bon. Et en fait le problème de Marseille aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire que l'adversaire va dire à Marseille, ok, je vais fermer telle zone, donc ton homme libre ça va être Wai, ou ton homme libre ça va être Brassier, ou ton homme libre ça va être Cornelius qui va devoir porter la balle et se retrouver dans une position quasiment de latéral sur le côté. Ou ton homme libre ça va être des joueurs en fait qui sont pas faits pour être justement ces hommes libres là. Et ces joueurs qui vont avoir la charge de la création. Et en fait le problème de Marseille aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire que tu as quand même peu de joueurs dans l'effectif, et c'est pour ça aussi aujourd'hui peut-être qu'ils sont dans un premier creux dans la saison. Et pour en sortir, ça va être intéressant de voir
comment De Zerbi va peut-être faire permuter certains joueurs. Genre, si dans telle zone mes joueurs sont pris en indiv, je vais mettre Greenwood dans cette zone en espérant que lui il prenne le dessus dans l'indiv et il me solutionne la chose et il me crée le décalage par la conduite, par un duel gagné, par un dribble réussi, etc. etc. Donc pour moi la clé de Marseille c'est ça aujourd'hui, c'est que les adversaires arrivent à décider où le jeu doit aller et du coup quel sera le porteur de balle. Et côté Marseille, il faut que le porteur de balle en question soit capable de profiter de cette liberté, de profiter de cet espace pour faire des différences. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas de tous les Marseillais. Ils sont pas tous capables de faire ça. Donc la question c'est est-ce que Dybala on est sauvé pour le côté créatif avec Rabiot. Oui voilà, Rabiot et Bjerg, c'est des très bons joueurs mais c'est statique. Ça va pas faire une diff sur un dribble, sur un truc comme ça. La question aussi, c'est qui peut être ce joueur créatif qui va venir régler des problèmes. Alors Greenwood, Kiko, tu dis qu'il vient de se faire bouffer par Anna. Mais Greenwood, est-ce qu'il faut qu'il se réaxe? Est-ce que dans la densité, Greenwood va être aussi intéressant que sur le côté? Je sais pas. Jonathan Rowe en 9 a eu des phases plutôt intéressantes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La question, ça peut être... Bon, il s'est blessé, je crois, mais Ismaël Koné. Ismaël Koné, a priori, vu ce qu'on nous a présenté vu ce qu'on nous a présenté de lui, c'est quelqu'un qui peut solutionner des problèmes et faire des diffs dans le milieu de terrain, à la manière d'un Ndombele qui peut faire des diffs à Nice, même si ça ne sera certainement pas au même degré, au même niveau. Comment tu expliques l'entraînement de RDZ à vouloir passer intérieur alors que l'espace est sur les côtés, car les équipes adverses te connaissent parfaitement? Alors ça, je comprends pas, j'adhère, notamment sur le match contre Angers, parce que autant je comprends le fait d'avoir par exemple 3 centraux très resserrés, justement pour faire cette couloir de jeu hyper dense, dans lequel on essaye de mettre du rythme, de combiner, avant d'envoyer sur les côtés pour les 1 contre 1 et pour isoler. Ça, pas de souci contre Angers. Le problème, c'est que quand tu le fais au milieu de terrain, aux alentours du rond central, ça va parce que tu as encore de la profondeur à attaquer. Mais quand tu le fais et que tes 3 joueurs sont aussi resserrés sur la largeur, alors que tu es à 40 ou 30 mètres des buts d'Angers, là je comprends pas par contre. Pourquoi à ce moment-là, quand tu es plus près du but, face à un bloc plus bas, tes défenseurs ils sont pas plus étirés pour justement donner de l'air au jeu et mieux utiliser la largeur. Donc voilà. Là-dessus, c'était une question que je me posais contre Angers, mais en même temps, De Zerbi, il aime pas jouer des blocs bas. Il aime pas manœuvrer des blocs bas. Lui, il aime bien aspirer pour ensuite avoir de l'espace à attaquer. Et si l'adversaire décide de t'attendre en bloc bas, je me demande ce que va faire Marseille, parce que ça s'est pas trop présenté non plus cette saison. Parce qu'après, il faut réussir à ressortir et c'est pas toujours simple. Et il y a des équipes qui ont montré que tu pouvais stopper Marseille avec un bloc médian, d'une certaine manière. Donc autant tenter la chose, et c'est ce qu'a tenté Angers pendant une bonne partie du match. Sur les grosses occasions, pour Marseille, je saurais pas dire pourquoi est-ce qu'on rate en particulier des occasions face à l'OM. Nice en a raté 4 au Vélodrome, Angers en a raté 2 au Vélodrome. Brest en avait raté en début de saison, si vous vous rappelez le 5-1, il est bien payé parce qu'en première mi-temps, Brest, il y a un péno raté, notamment avec Rouli aussi qui est décisif et qui a sauvé des trucs, qui a beaucoup pesé quand même dans les buts de Marseille depuis le début de la saison. Si je reprends le tableau, vous voyez dans la surperf de l'OM, vous avez une grosse partie, c'est de la surperformance offensive, ici, dans ce tableau-là. Mais il y a aussi une bonne surperf def, et Marseille est la deuxième équipe qui surperforme le plus défensivement, derrière le Racing Club de Lens qui est là. Et pour expliquer la surperformance défensive, on utilise souvent les performances du gardien de but. Et c'est vrai que Rouli, depuis le début de la saison, a quand même été décisif très souvent pour les Marseillais. Et parfois à des moments clés des rencontres. Donc ça, c'est un point qui est très important, je pense, pour expliquer la saison marseillaise. Oui, je voulais évoquer le cas de Reims aussi, ici. Parce que vous voyez Reims, vous voyez les chiffres, donc ils sont 4e aujourd'hui au classement, ils sont juste derrière le Stade de Reims. Alors oui, coach, Reims en surperformance, 2e plus grosse surperf par rapport à Marseille. Néanmoins, moi, je trouve des circonstances atténuantes parce qu'on est sur 7 matchs joués. Et sur les 7 matchs joués par Reims, on va aller les voir tout de suite, on a le premier match contre Lille, où si vous vous rappelez, en termes de circonstances de jeu, en termes de circonstances de match,
On a une équipe qui est réduite à 10 très vite et qui en fait a passé son temps en infériorité numérique et qui du coup a subi et prend 2 XG dans la gueule sur sa saison d'entrée sur ce match-là. Donc déjà, quand on prend leur XG ici, ils sont à 9,1 XG pour et 10,8 XG contre. Si cette première journée, ça se passe normalement, eh ben, ils sont peut-être à l'équilibre. En tout cas, il n'y a pas cet écart-là. Ils sont peut-être en positif même aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point, je pense, important à évoquer pour Reims pour parler de leur début de saison. Parce qu'ensuite, les 2 autres matchs où ils perdent, notamment, c'est face à Paris et face à Marseille. 2 matchs où, malgré la défaite au IG, ils arrivent à prendre des points. Et ils font notamment une deuxième mi-temps à Marseille qui est très intéressante, de mon point de vue, en se réajustant offensivement, et même globalement dans le jeu. Et Marseille a peu de solutions par la suite. Donc, et Marseille avait vraiment, si vous vous rappelez, raté le coche depuis le début de la saison. Donc là-dessus, et surtout sur Reims, moi je retiens les 2 derniers matchs avec Angers et Montpellier, où ils affrontent 2 équipes qui sont censées dominer largement. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils les dominent largement, avec quasiment 3 XG produits sur les 2 rencontres, ce qui n'est pas donné à toutes les équipes qui ont affronté Angers et Montpellier depuis le début de la saison. Donc ouais, Reims, attention. J'ai envie de dire attention. De mon point de vue, Reims, ça peut être à la saison 2024-2025, ce qu'a été Brest à la saison 23-24. Voilà, j'ai décidé de me mouiller. Et comme tu le dis, ouais, Lucas, Nakamura très solide. Nakamura, il est sur 4 buts marqués sur les 4 derniers matchs, puisqu'il marque contre Montpellier, il marque contre Angers, il marque contre Paris, et il marque aussi en fin de match, vous voyez pas, c'est hors de l'écran, mais contre Nantes aussi. Il marque là-bas, plus une passe décisive par-dessus. Donc ouais, Nakamura en grosse forme. Et puisqu'on en est à parler de Reims, petite capsule pour parler aussi offensivement de quelque chose que je trouve très intéressant chez eux. Et en fait, donc c'est le premier but marqué par les Rémois. Et ce que je trouve très intéressant dans ce que fait le Stade de Reims cette saison, c'est offensivement, c'est les permutations qui peuvent exister entre les joueurs. Permutations qui sont notamment permises par un homme, c'est Mounetzi, qui joue milieu avancé, numéro 10. Parfois il peut alterner avec Fofana, c'est Fofana qui peut jouer plus haut. Et là-dessus, Mounetzi permet en fait à l'animation rémoise et aux joueurs plus hauts sur le terrain, donc là ça va être Ito et Diakité, de quitter leur zone et d'aller se balader ailleurs. Par exemple, sur cette séquence-là, Reims fait tourner la balle à hauteur de sa défense, profite du fait que Montpellier soit assez passif avec son bloc et laisse venir. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ici ? Donc ça, c'est la première image. Deuxième image, on voit la permutation. Mounetzi, il a pris la pointe de l'attaque. Ito, il se retrouve demi-espace. Et Diakité, lui, qui était avant-centre, va sur l'aile. Et Diakité, donc, va coller la ligne. Pourquoi Diakité va coller la ligne ? Déjà, il aime bien aller sur cette zone excentrée parfois. Et surtout, en termes de dimension physique, un Diakité sur un côté, généralement, il va dominer physiquement ses adversaires, en l'occurrence les latéraux adverses. Et là, c'est le latéral de Montpellier qui va se retrouver dans une situation compliquée, puisque j'enchaîne. Et donc là, on a un petit zoom, Ito et Diakité, on se retrouve avec le latéral gauche de Montpellier qui est entre deux. Donc là, il a décidé de suivre Ito à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il va demander ? Il va demander à Kazri d'aller surveiller Diakité et de couvrir le couloir. Le problème, c'est que c'est pas du tout ce qui va se passer. Et à la séquence suivante, on a Ito qui va décrocher et qui va aspirer le latéral de Montpellier. Pendant ce temps-là, que fait Diakité ? Il attaque la profondeur. Pendant ce temps-là, Kazri, il n'est pas du tout prêt à couvrir la profondeur comme vous le voyez. Il n'est pas orienté pour le faire, il n'est pas du tout préparé à ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Diakité, il est lancé en profondeur. Et en fait, séquence suivante, Diakité, il est en position de centre. Et dans la surface de réparation, on se retrouve avec Mounetzi qui va couper premier poteau devant le défenseur de Montpellier. Je crois que c'est le fils de Zodic qui se retrouve à cette situation-là. Et donc, centre de Diakité, tête de Mounetzi, premier poteau, et 1-0 pour Reims. Et c'est une action qui est très intéressante parce qu'elle montre les permutations qui peuvent exister dans le système de jeu rémois et qui sont permises par notamment la capacité de Mounetzi à se muer en avant-centre de fortune quand Diakité veut aller se balader sur un côté, quand Ito décroche plus bas, et ainsi de suite. Et ça, dans l'animation rémoise, c'est des choses qu'on voyait peut-être... On voyait Mounetzi se projeter l'année dernière,
mais on voyait moins un Ito sortir de l'aile, aller se balader dans l'axe, etc. Et ça, on le voit un peu plus depuis le début de la saison. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se poursuivre pour les Rémois. Voilà là-dessus. Kiko, dire que Mounetzi a pas mal joué de défenseur central quand il arrive à Reims. Eh ben écoute, je me rappelais pas de ça. Mais Mounetzi, ouais, excellent joueur qui explose beaucoup de statistiques en termes de performance physique dans les courses à haute intensité, les kilomètres parcourus, etc. Et donc c'est vrai que du coup ça aurait été dommage qu'il reste défenseur central quand tu as un tel volume de jeu. Et pour l'anecdote, Mounetzi depuis le début de la saison à Reims, c'est le joueur qui s'est créé le plus d'expected goals, notamment parce que dans l'animation rémoise, on lui demande souvent d'aller dans la surface, soit pour accompagner ses attaquants, soit pour les remplacer, comme vous le voyez sur cette séquence-là. Alors question de oulala, que penses-tu du vrai niveau de Brest? C'est pas terrible au classement, mais de bons matchs en C1. Oui, t'as bien résumé la chose. Hein. Personnellement, je pense que Brest, donc, qui est là, qui a bénéficié d'une bonne petite surperf dans certains matchs, si on prend les résultats de Reims, de Brest, ici. Donc j'ai ajouté aussi la Ligue des Champions. On voit qu'il y a eu des victoires heureuses. Victoire contre Toulouse, victoire contre Le Havre aussi, un petit peu heureuse. C'est la Salzbourg aussi un petit peu, parce que première mi-temps, ça peut basculer aussi de l'autre côté. Donc il y a eu des résultats qui ont tourné du bon côté depuis quelques matchs. Après, je m'inquiète pas pour eux sur le fait de pouvoir mener de front la Champions, au moins jusqu'au barrage, je l'espère pour eux. Mais après, je pense qu'ils vont faire une saison tranquille au milieu de tableau et qu'ils seront à leur place à cette place-là en fin de saison. Je trouve qu'ils ont plutôt bien géré, enfin pour l'instant, on va voir ce qui se passe après, mais ils n'ont pas fait n'importe quoi sur le marché des transferts, parce que la Ligue des Champions peut faire tourner la tête à beaucoup d'équipes. Ils sont restés assez sobres, et je pense que ça peut leur permettre de s'acheter une certaine tranquillité pour quelques saisons, 2 ou 3 saisons installées en milieu de tableau, au lieu de passer 2-3 saisons à jouer le maintien. Et c'était peut-être ça leur objectif à la base, tout en se permettant peut-être une belle aventure en Champions. Déjà, elle est plutôt bien partie, et tu vas jouer des matchs de prestige maintenant, qui peuvent être intéressants pour tout le monde, et pour apprendre aussi des choses à ce niveau-là. Ah oui, Fanfreluche, que penser des nombres nuls de Lens? Je t'avoue, je sais pas. Parce que quand on va voir les chiffres de Lens, on va voir en détail ici, on voit une équipe qui payait comme elle le devait en début de saison. Y a pas de souci. Ensuite, mal payé à Monaco. Et après, globalement, c'est assez équilibré. Et les 5 matchs nuls sont pas illogiques. Contre Nice, le coche est raté en première mi-temps dans mon souvenir. En deuxième, c'était plus équilibré. Contre Rennes, ça aurait pu basculer de l'autre côté. Contre Lyon, c'était assez fermé, pas forcément très intéressant. À voir. Moi, pour le Lens, je me pose une question. C'est la suite. Parce que jusqu'ici, Will Steele a fait du francaise sur le plan du jeu. Hein, c'est en 3-4-3. Il a repris vraiment les mêmes bases, etc., etc. Et du coup, je me demande qu'est-ce qui pourrait permettre à Steele de vraiment poser sa patte sur l'équipe, de faire basculer l'équipe dans une nouvelle histoire sur le plan tactique. Parce que en même temps, il a fait du 3-4-3, mais c'est logique, parce que ça fait 4 ans que l'effectif est bâti pour jouer comme ça. L'effectif, les doublures, etc. Tout le recrutement a été fait pour jouer de cette façon-là. Donc forcément, du jour au lendemain, quand tu arrives et que tu prends l'équipe, c'est difficile de changer un truc, parce que l'effectif que tu as, c'est pas le tien. Et surtout, de l'autre côté, cet été, t'as pas eu la main pour faire quoi que ce soit sur le marché des transferts, parce que la priorité de Lens, c'était surtout de vendre des joueurs. Donc moi, la question que je me pose, c'est l'avènement de Kusanov et les performances qu'il a faites sur les 3-4 derniers matchs là. Je me demande à quel point ça peut poser chez Steele la question de tester une défense à 4 au retour de Danso, avec Danso et Kusanov. Certes, Fanfreluche, ça ferait sortir Medina du 11, mais je pense qu'il serait normal de se poser la question à quoi ça pourrait ressembler un Lens avec Danso, Kusanov dans l'axe, un Chavez, un Machado à gauche, un Aguilar, un Frankowski à droite. Donc là, tu as ta défense à 4. Et ensuite, tu rebâtirais au milieu et devant, peut-être, une idée comme ça, avec un losange,
avec Saïd Nzola, un 10, Fulgini, Thomasson dans le milieu, Andy Diouf dans le milieu et une sentinelle. Alors j'en ai pas en tête de suite, donc je ne sais plus comment compléter ce milieu. Peut-être que dans le chat ça m'aidera. Mais je me dis que vu que Steele aime beaucoup le pressing et mettre et avoir des séquences assez énervées, je me dis que en pressant, pour une équipe qui veut presser fort, qui veut mettre beaucoup d'intensité, qui aime courir, le losange c'est la meilleure solution. Maintenant, défensivement, en effet, c'est dur, etc., etc. Comment dans le repli tu le gérerais? Est-ce que tu le gérerais avec deux lignes de 3 ou bien tu replies en 4-5-1 après? Ça, je sais pas. C'est une question qui se pose. Parce qu'en repliant en 4-5-1, t'as pas forcément les joueurs pour te redéployer ensuite, offensivement. Mais tu peux aussi te replier en 4-4-2 à plat avec un joueur qui sortira en pointe du pressing, genre un Fulgini qui se retrouvait dans le milieu à 2 à côté du 6 avec deux milieux excentrés qui seraient alors Diouf et Thomasson. Enfin voilà, j'imagine là, c'est vraiment à la volée. Mais il y a peut-être quelque chose. Il y a aussi le retour de Neil El Ainaoui aussi, en effet, qui va être très intéressant et qui peut totalement rentrer à n'importe quel poste de ce milieu de terrain. Donc voilà, je me pose cette question-là pour Lens. Après, quand tu vois la base et que tu vois les chiffres, et on va revenir aux chiffres. Quand tu vois les chiffres, le problème de Lens aujourd'hui, il est offensif, mais défensivement, il n'y a rien non plus par rapport à ce que je dis, où j'imagine une charnière à 4. Quand tu vois les chiffres défensifs de Lens avec 0,57 buts encaissés par match, c'est 4 au total, et 0,94 XG concédé, qui est une défense top 4 quand vous voyez les chiffres, évidemment, c'est pas la priorité de tout chambouler. Mais je me dis que ça lui trottera peut-être dans un coin de la tête à un moment donné, si et seulement si il commence à y avoir un déficit en termes de résultats, ce qui, malgré les matchs nuls, n'est pas forcément le cas aujourd'hui, parce que bah, tu as quand même affronté, tu as joué Monaco, tu as joué Lyon, tu as joué Strasbourg, tu as joué Nice, qui seront peut-être ou probablement des concurrents directs pour certains. Donc t'as pas eu le début de saison le plus facile non plus. Donc, et t'as quand même pas perdu pour l'instant. Donc ça reste intéressant. Mais cette charnière Danso-Kusanov, personnellement, elle me reste un petit peu dans un coin de la tête. Donc voilà sur le Racing Club de Lens. Mais ce tableau-là, justement, je l'ai converti en un autre tableau différent, un nuage de points que je vais vous montrer tout de suite. Là, il est projeté en nuage de points. Voilà, on appelle ça un nuage de points. Et ça vous montre quoi? De gauche à droite, vous avez les équipes qui ont les meilleures différences de XG. C'est-à-dire que plus vous êtes à droite, plus vous avez des XG pour élevés et des XG contre faibles. Donc c'est logique de trouver Paris et Monaco devant. Et de haut en bas, c'est la surperformance. En bas, vous avez l'équipe qui sous-performe le plus, c'est le Toulouse Football Club, offensivement comme défensivement. Et en haut, vous avez l'équipe qui surperforme le plus, et donc vous avez l'Olympique de Marseille. Et ensuite, au milieu, ben voilà, vous pouvez découvrir où se situe votre équipe. Et par exemple, on peut dire que le stade Rennais, depuis le début de la saison, le club moyen, en effet, comme tu le dis, oulala. Et en tout cas, un club qui, sur le plan, ne peut pas dire qu'il a été bien payé ou mal payé depuis le début de la saison. Il n'a juste pas été payé. Voilà, en bien ou en mal, c'est zéro. Néanmoins, il aurait pu créer plus en allant plus à droite, évidemment, pour se rapprocher de Lille, de Lens, de Strasbourg et ainsi de suite. On peut remarquer aussi que Lyon a été plutôt mal payé sur le début de saison. À voir s'ils arrivent à inverser la tendance alors que des Cherki, des Fofana commencent à arriver dans le 11. Et de l'autre côté, dans le bas du tableau, en bas à gauche, donc juste au-dessus de moi là, vous avez les deux équipes qui à la fois créent peu et sont pas bien payées non plus. Mais c'est vrai que voilà, les deux extrêmes, c'est quand même Marseille et Toulouse qui, en termes de surperformance et de sous-performance, se détachent vraiment des autres après cette journée. On verra si ça rentre dans le détail ou si ça se rééquilibre. Donc ça, c'était le premier tableau que je voulais vous montrer. Et je vais enchaîner de suite avec le deuxième tableau. Alors deuxième tableau, je l'ai bâti à partir de celui-ci, où j'ai pris les grosses occasions obtenues par les équipes de Ligue 1 depuis le début de la saison. Donc ça, c'est la moyenne des grosses occasions obtenues par match, les grosses occasions concédées par match,
Ok. Et donc ça, c'est le total des grosses occasions par match. Donc c'est-à-dire, ça veut dire que quand vous regardez un match du Paris Saint-Germain, par exemple, voilà, quand vous regardez un match du Paris Saint-Germain, vous allez voir en moyenne 6,7 grosses occasions. Donc c'est une statistique qui permet de savoir les équipes qui vont offrir des matchs ouverts ou des matchs fermés. Et à droite, le deuxième chiffre intéressant dans ce tableau, c'est ici, c'est le ratio des grosses occasions pour. J'explique. Ça veut dire que je prends le nombre de grosses occasions dans un match du Paris Saint-Germain, donc le nombre de grosses occasions moyen, et je regarde quel est le ratio de grosses occasions obtenues par le PSG en moyenne dans ces matchs. Et donc ça me dit que dans un match du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain se crée en général 81% des grosses occasions. Ok? Donc ça, c'est le tableau qui suit ce que vous avez vu en chiffres. C'est de gauche à droite. Vous avez les équipes à droite. Ça veut dire que quand vous regardez un match du PSG, de Lille ou de Strasbourg, c'est un match où il va y avoir beaucoup de grosses occasions. Que ce soit côté parisien, ou côté lillois, ou côté strasbourgeois. À l'opposé, dans un match de Lens, il n'y a pas beaucoup de grosses occasions à se mettre sous la dent. En revanche, ce que ce tableau montre aussi, c'est que dans un match de Lens, il n'y a pas beaucoup de grosses occasions, mais Lens se crée plus de 75% des grosses occasions du match. Donc c'est-à-dire que Lens, ce sont des matchs plus fermés, où il y a moins de grosses occasions, mais c'est Lens qui se crée largement la majorité de ces grosses occasions. Du coup, ils en concèdent peu, et c'est aussi pour ça qu'ils prennent pas beaucoup de buts. A l'inverse, et dans le même sens que Lens, une équipe comme Monaco, c'est une équipe qui ferme beaucoup plus le jeu, c'est-à-dire les matchs de Monaco ont beaucoup moins de grosses occasions que les matchs du Paris Saint-Germain. En revanche, Monaco a un ratio de grosses occasions obtenues par match plus élevé que le Paris Saint-Germain. Et pour vous donner un chiffre, Monaco, depuis le début de la saison, sur tous ses matchs, Ligue 1 et Ligue des Champions confondus, c'est 4 grosses occasions concédées seulement. Ce qui est assez hallucinant. Hein, Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la seule équipe qui s'est créée 2 grosses occasions contre l'AS Monaco, c'est le Racing Club de Lens. Et ils en ont mis une, il me semble. Voire même, je sais même plus s'ils ont converti une de leurs grosses occasions contre Monaco ou pas. Toujours est-il que c'est Lens qui s'en était créé 2. Donc, voilà comment lire le tableau et comment comprendre le tableau. Et du coup, ça nous permet aussi de parler rapidement de Strasbourg et de Lille. Ici, dans les matchs de Strasbourg et de Lille, vous avez autant de grosses occasions que dans les matchs du Paris Saint-Germain, mais Strasbourg et Lille se créent moins de grosses occasions dans ces matchs-là que le Paris Saint-Germain, donc leur ratio est plus faible et surtout ils concèdent plus de grosses occasions de l'autre côté sur le plan défensif. Donc voilà comment on lit ce tableau. Et ça nous permet par exemple de voir que, par exemple, dans des matchs de Saint-Étienne ou de Montpellier, Saint-Étienne et Montpellier se créent sur 4 grosses occasions, 4 grosses occasions, ils vont s'en créer une dans le match. Donc si c'est un match à 12 grosses occasions, ils vont en avoir 3 pour eux. Et ils vont en concéder 9. Voilà comment on peut lire ce tableau. Et qui me paraît qui est plutôt intéressant parce que, en gros, plus à droite, plus il y a de spectacle. Et plus à gauche, plus c'est fermé. Mais par contre, on voit bien que à qui ça profite le match fermé, ça profite à Lens, sauf que ils les concluent pas forcément, leurs grosses occasions. Ils les mettent pas forcément, comme tu le disais dans le chat. En revanche, Monaco, des matchs plus contrôlés, plus fermés que le Paris Saint-Germain, et de meilleurs... et en ratio de grosses occasions obtenues, plus gros que le Paris Saint-Germain dans leur match. Strasbourg, je pense que ça devrait être comme ça toute la saison au niveau des big chances. Oui, je pense aussi Kiko que ça devrait pas se calmer. Et que c'est pour ça qu'on va aimer Strasbourg cette saison. Je pense aussi que pour les Strasbourgeois, c'est quelque chose qui va peut-être les empêcher d'être vraiment des candidats à l'Europe. Moi, je pense que Strasbourg risque de faire une saison entre la 8e et la 12e place, plus proche de la 8e quand même, un truc 8-10. Mais je pense que le fait d'avoir des choses très ouvertes comme ça risque de les empêcher de se mêler vraiment à la lutte pour les places européennes, voire le podium. Donc voilà. Mais là, j'en dis pas beaucoup plus, parce qu'il y a un épisode de Vue du banc qui a été enregistré aujourd'hui, et qui sort mercredi ou jeudi, je crois. Il faut que je le monte encore.
et où on va revenir là-dessus en long, en large et en travers avec Maxime Brigand. Donc vous pourrez écouter ça sur SoFoot Arena assez rapidement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur tous ces petits tableaux sur la Ligue 1. Ah bah ouais, je vais vous montrer quelques petites palettes. Je vous ai montré tout à l'heure la palette sur le stade de Reims. Ça a bouclé la capsule sur les Rémois. On va enchaîner avec une autre palette. On va parler de Monaco et de ce cher Elias Benseghir. Alors pourquoi Elias Benseghir est un joueur intelligent, et plus intelligent que d'autres, à son âge en tout cas? Bah pour ce genre de situation. Ce genre de situation-là, c'est face à Rennes, donc c'était ce week-end. Et vous avez un Elias Benseghir qui est servi sur le côté. Et qui... il est pris là par Ludovic Blas. Alors il y a des joueurs qui pourraient essayer peut-être de forcer, c'est-à-dire on va prendre la balle, et puis on va essayer de passer, d'attaquer Blas pour essayer de rentrer à l'intérieur ici. C'est pas son cas, parce que s'il rentre à l'intérieur, en plus il peut se faire enfermer par Camara. Il y a Seydou qui peut aussi sortir. Bref, il n'y a pas de solution à proximité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une passe en retrait. Passe en retrait, ça déclenche le pressing rennais. Ludovic Blas ressort vers je crois que c'est Salissou ici. Vous avez aussi Glenn Camara qui commence à sortir sur, logiquement, je crois que c'est Lamine Camara, cet endroit-là. Du coup, les Rennais qui remontent, parce que forcément, on est en phase défensive. Sur les passes négatives, on remonte le bloc et on essaye de ressortir. Et là, que fait Benseghir? Il va tout de suite se mettre en action pour se démarquer, reproposer quelque chose, comme ça, et surtout se réorienter de manière à, lorsqu'il est servi, en une touche de balle, en 2 touches de balle en vérité, il va très vite se mettre en action pour pouvoir attaquer cette zone et rentrer et vraiment aller fixer. Et là, du coup, Ludovic Blas, il est éliminé. Camara, il va être en retard. Et en fait, sa fixation de Benseghir, il va rentrer comme ça, il va éviter Camara. Il va arriver à peu près au niveau de Matusiwa. Et là, il va tenter une passe à l'intérieur qui va être contrée et qui va finir à l'opposé sur Vanderson. Et la balle va revenir sur Benseghir à l'entrée de la surface. Il va mettre une frappe qui va toucher la transversale de Mandanda et finir rebondir devant la surface. Donc voilà, juste un petit truc. Comment d'une situation fermée, ici, en une passe et un déplacement et une bonne orientation, on se remet dans le sens du jeu et on redonne de la vitesse à l'action. Et derrière, on arrive à faire mal au Stade Rennais. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Pourquoi Elias Benseghir est le plus grand talent qui échappe à l'équipe de France depuis très longtemps. Je saurais pas dire depuis qui, oulala, mais c'est vrai que ça fait... disons que quand aujourd'hui la France pleure, entre guillemets, la retraite d'Antoine Griezmann, après il a choisi le Maroc, de toute façon, je crois que c'était un choix de sa part, il aurait pu attendre de voir si ou aller en équipe de France Espoir. Il a choisi les A directement du Maroc. Et très bien pour lui, et vraiment tant mieux pour le Maroc. Mais c'est vrai que côté français, bon c'est un talent qui s'en va et qui n'apportera pas au bleu, alors que tu perds un joueur dont il aurait vraiment pu prendre la suite. Voilà, pour dire les choses assez simplement. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Benseghir. Dernier point, voilà, c'est un petit point tactique. Comment casser un marquage individuel en quelques screens. Alors, on peut casser le marquage individuel par la passe. Ici, par exemple. Racing Club de Lens face à Strasbourg. Avec une première passe de Koussanov. Face à une approche individuelle. Évidemment, on cherche non pas à trouver un joueur dos au jeu. On va plutôt essayer de le servir dans l'espace. Donc ici, Koussanov, il va donner la balle à Fulgini qui est en train de décrocher. Vous avez Fulgini ici, vous avez Thomasson qui est là, et vous avez, je ne sais même plus qui était le piston de Lens à droite, Frankowski ou Aguilar, j'imagine. Toujours est-il qu'on a la passe, voilà, et vous voyez les 1 contre 1 strasbourgeois dans la zone. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on a Fulgini qui a décroché, donc qui a aspiré Doucouré. On a Diego Moreira, qui a aspiré aussi par la passe en retrait de Fulgini vers le piston lensois. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et on a l'appel dans l'autre sens, c'est l'appel de Thomasson qui va échapper à André Santos, qui était son joueur. André Santos qui transmet le marquage ou qui laisse filer son joueur, c'est selon. En tout cas, il le laisse partir et c'est Doucouré qui doit le reprendre.
Sauf que ben, la passe arrive jusqu'à Thomasson. Et ensuite, on a un Abakar Silla qui anticipe un petit peu trop et qui, du coup, en tout cas, couvre tout le monde quand sa ligne défensive. Je sais pas vraiment si ça jouait le hors-jeu, je sais pas trop ce qu'il voulait faire. En tout cas, les trois n'étaient pas forcément coordonnés. Et du coup, bah, la passe de Thomasson pour Mbala Zola qui va résister au retour de Seydousso et qui va marquer. Kiko, la première mi-temps de Thomasson, c'est un modèle de manipulation d'une individuelle. Oui, bah, de toute façon, globalement, vu la façon de défendre de Lens, habituellement, c'est aussi beaucoup d'individuels, tu sais que de l'autre côté, ils savent comment manipuler ça. Et c'est vrai qu'ils l'ont plutôt bien fait en première mi-temps. Et Thomasson, là-dessus, est un bon exemple. Après, André Santos, dans les couvertures sur ce genre de situation, c'est pas la première fois qu'il laisse filer son joueur et que ça peut poser problème derrière. Donc, à retenir aussi pour la suite, c'est peut-être un des points négatifs, un des rares points négatifs, parce que c'est un excellent joueur depuis le début de la saison avec Strasbourg. Pour enchaîner, parce qu'il y a une autre équipe qui a montré comment on pouvait manipuler une individuelle. Alors là, c'est pas une individuelle tout terrain, c'est une individuelle sur une partie du terrain. C'est ici. On est à Saint-Étienne-Auxerre. Ça part tout simplement d'un crochet réussi par Léo Petro. Alors que derrière, vous voyez là, c'est individuel ici sur Amougou, individuel ici sur Davitashvili. Petro, il gagne son premier duel. Donc il élimine un joueur. Qu'est-ce que ça a créé? Ça crée un 2 contre 1. Il va fixer Amougou, enfin il va fixer l'adversaire d'Amougou. Et du coup, ça va libérer Amougou. Donc, tac. Et surtout, après, on va se projeter. Amougou, il a embarqué 2 joueurs avec lui. Petite erreur de l'Auxerrois qui a décidé de suivre pour essayer d'enfermer Amougou, alors qu'il aurait mieux valu sans doute rester sur Petro. Parce que là, ça libère complètement Petro. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La balle arrive sur Davitashvili. Davitashvili donne à Petro. Cette fois-ci, c'est ce joueur-là, le latéral Auxerrois, qui se retrouve entre deux. L'Auxerrois sort vers Petro, qui lance Davitashvili dans la profondeur. Et derrière, c'est Davitashvili qui va amener l'action jusqu'à la surface. Le petit crochet pour se mettre sur son pied droit et puis la frappe en lucarne. Donc voilà, du classique à la fin. Mais voilà comment deux options pour manipuler une individuelle. D'un côté, la combinaison côté lensois avec des passes. Et de l'autre côté, des joueurs qui vont porter le ballon, qui vont fixer, qui vont amener des adversaires à eux pour libérer des partenaires. Et ça finit aussi par une combinaison à la fin, un petit 1-2 entre Petro et Davitashvili pour partir vers le but. Donc voilà ce que on pouvait évoquer là-dessus, sur cette 7e journée de Ligue 1. Voilà ce que j'avais en palette. Voilà ce que j'avais en tableau. Ça fait 45 minutes, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, je dis au revoir à YouTube et je réponds à vos questions si vous en avez dans le chat. Au revoir YouTube, c'était le débrief de la journée. Et puis, un prochain débrief, ce sera certainement pas après toutes les journées, mais peut-être avec des trêves internationales. Au passage, salut!